Voilà, salut mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amoureux de la radio-télévision qui s'entoure. Nous vous souhaitons bienvenue dans cette émission dénommée Entretien. Entretien, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, mais avant tout, je ne suis pas seul, nous sommes à deux. Je suis avec mon confrère Ile Lumbala, qui est de la radio communautaire de Kisantou, la RCK, autrement appelée Radio Ntetemboeto. Mon frère Ile Lumba, comment la santé, le climat de Madimba, ça va quand même? Bon, tout semble bien marcher, seulement que nous, chez nous, à l'église catholique, nous avons connu un cas de deuil. Nous venons de perdre un de nos prêtres qui a été coordinateur des écoles conventionnelles catholiques. Avec ça, ça nous a affecté tout de même. Nous saisissons cette occasion pour présenter les condoléances au diocèse de Kisantou en général. Nous recevons pour vous Maître Godfrey Nzuzi. Nous allons essayer de parler sur, parce qu'il est initiateur de l'édit fixant les modalités de gestion des terres coutumières dans la province du Congo central. Il s'agit de lui que nous recevons ici, qui va pouvoir parler, éclairer l'opinion quant à ces suites aux conflits, aux nombreux conflits dans la province du Congo central qui tournent autour de conflits fonciers. Maître Godfrey Nzuzi, comment vous allez? Oui, ça va bien, DG Flavien. Et nous allons très bien, nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Vous laissez quand même la parole, le temps de présenter votre exposé. C'est autour de ça que nous allons pouvoir vous poser nos différentes questions. Maître, vous avez la parole. Ok, merci DG pour la parole. Moi, je suis Maître Godfrey Nzuzi. Comme vous le savez, je suis analyste politique. Je suis le porte-parole de l'INC au niveau de la fédération de Madimba. Et je suis congolais. Et aujourd'hui, là, dans un premier temps, nous tenons aussi à joindre notre voix, à présenter toutes nos condoléances les plus attristées au diocèse de Kisantou à la suite de la mort de l'abbé coordonnateur des écoles conventionnées, l'abbé Cyprien Makengo. Nous avons été attristés, Christian Makengo, pardon. Nous avons été attristés par la nouvelle de sa disparition le dimanche, dans des conditions en fait un peu inattendues. Que l'âme de l'illustre disparu puisse reposer dans la paix du Seigneur, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et agréable. Voilà en fait un peu au début ce que nous pouvions dire. Mais d'emblée, nous allons nous entretenir, comme vous le savez, sur une proposition d'édit soumise à l'Assemblée provinciale du Congo central qui porte sur les modalités de gestion des terres coutumières dans notre province, le Congo central. Mais avant toute chose, je voudrais dire merci. Dire merci à un des élus de Madimba. Il s'agit de l'honorable Bilintunga. Bilintunga, il est le député qui a été élu ici dans le territoire de Madimba. Il est le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Congo central parce que, pourquoi je le félicite, je lui dis merci, parce qu'il revenait à lui de pouvoir imaginer à première vue la nécessité pour l'Assemblée provinciale de légiférer sur un édit, donc ça dit une loi, qui porte sur les modalités de gestion des terres coutumières. Et qu'il a pris cette initiative-là. Et pour avoir pris cette initiative, nous les remercions. Pourquoi nous les remercions aussi? Parce que, comme vous savez, Kinsukimate, c'est dans l'effort collectif qu'on essaye de préparer la nourriture bonne qu'on fait présenter au public et qu'il a plu de pouvoir nous associer à cette démarche législative, n'étant pas législateur bien sûr pour le moment. Il nous a associés dans cette démarche-là, nous confiant un travail, c'est de savoir de pouvoir refondre de fond en comble un projet qui a été préalablement établi. Et nous avons pris ce projet-là, nous l'avons travaillé, nous l'avons profondément amélioré, et c'est ce projet finalement
qui est soumis à l'examen ou qui sera soumis à l'examen de nos députés provinciaux en rapport avec la gestion des terres coutumières dans la province du Congo central. Et donc c'est un effort collectif. Il est certes vrai que nous y avons mis une main un peu de manière accrue, mais c'est grâce tout de même à l'honorable Lintunga qui a pris l'initiative que notre action aussi et que nous nous sommes entrés en danse. Alors, vous le savez, cher DG, mon cher Ilain Lumbala, l'ami de tous les temps, que la province du Congo central se trouve être à ce jour confrontée à des problèmes de conflits de terres récurrents. Pas trop longtemps, ici, nous avons été chez nous à Madimba, à Kimaela ici. Et c'est un phénomène qu'on observe à travers l'ensemble de la province. Le problème dit d'envahissement de nos terres coutumières par des concessionnaires, par des personnes qui viennent d'ailleurs, qui achètent des grandes étendues de terres. Et à la suite de ces achats, ça pose de sérieux problèmes. Alors, l'édit qui est en gestation vise à quoi? Vise effectivement à poser les modalités pratiques de gestion de terres, de nos terres coutumières. J'aimerais d'abord vous dire que sur le plan du contexte historique, lorsque l'homme blanc venait dans son mouvement de colonisation, il a trouvé chez nous en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, le peuple noir était organisé. Nous étions organisés dans nos royaumes. Et dans nos royaumes existait, régnait un chef qui avait pratiquement un gouvernement, qui avait pratiquement ses sujets. Et les chefs régnaient sur un espace de terre. Cet espace de terre, c'est cet espace qu'on appelle des terres ancestrales, des terres coutumières, des terres qui appartiennent à des communautés locales. Alors, voilà que, avec l'arrivée de l'État-nation, avec l'arrivée de l'homme blanc, déjà, il était question pour l'État de pouvoir récupérer une mainmise sur les sols. Or, il y a ces sols où l'État voulait avoir une mainmise, ce sont des terres qui ont été occupées par des communautés locales au-dessus desquelles s'y trouvait un chef, un roi ou ce qu'on appelle les manis ou les chefs de manière générale. Alors, on a constaté aussi dans notre pays que déjà en son temps, il y avait de grandes compagnies qui avaient de vastes étendues agricoles et pastorales. Et ceci n'entrait pas en contradiction avec la volonté exprimée par l'État de pouvoir récupérer ou avoir une mainmise sur les terres. Et c'est dans ce sens-là qu'est intervenue, je pense en 1971, une loi qu'on appelle la loi dite Bakajika. Et cette loi visait à quoi? À récupérer la plénitude de l'État sur le sol qui était jadis occupé par de grandes compagnies. Mais nous avions évolué jusqu'en 1973 où le législateur congolais a pris une loi dite foncière, la loi dite foncière, la loi qui régit les terres dans notre pays. C'est une loi d'ordre général. Et lorsque vous pénétrez cette loi, vous trouverez que le législateur déjà en soi distingue. Il y a ce qu'on appelle les terres urbaines et les terres rurales. Les terres urbaines, ce sont des terres qui se trouvent dans des circonscriptions administratives déclarées comme telles. Par exemple, vous êtes en ville de Matadi, ville de Kinshasa et dans certains coins aussi. Et que les autres catégories de terres, ce sont des terres dites rurales. Donc des terres qui appartiennent à des communautés locales, où le clan, nos villages, nos familles, nos tribus de manière générale. Alors, le présent édit vise à quoi? À légiférer effectivement sur les sols qui se trouvent être classés parmi les terres, disons, des terres rurales. Donc, le dit ici ne légifère pas sur des terres urbaines, mais ça légifère sur des terres rurales. Alors, voilà qu'à ces niveaux-là, il y a coexistence. D'un côté, des droits de l'État,
et de l'autre côté, des droits revendiqués par les autochtones ou les ayants droit fonciers coutumiers. Et c'est comme ça que l'État d'abord a posé les principes de la domanialité, c'est-à-dire que les terres jadis qui étaient occupées par des communautés locales devraient devenir les terres revenant à l'État. C'est comme ça, par exemple, que dans notre loi, il est dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc, l'État déjà pose le principe de la domanialité qui voudrait que toutes les terres, sans distinction, puissent appartenir à l'État. Mais là-dedans, il y a des terres urbaines et des terres rurales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des communautés. Parce que nous tous ici, nous avons au moins de villes. Nous sommes au moins sortis d'un village. Nous avons des communautés, nous avons nos grands-parents, nous avons nos aïeux qui habitent dans des terres, dans nos villages à nous, des terres qui nous appartiennent coutumièrement. Et il est certes vrai que la loi foncière a posé les principes de la domanialité. Malheureusement, l'ordonnance du président de la République qui devait rendre domaniales ces terres ou donner les modalités de gestion de ces terres devenir domanial n'est pas encore pris. C'est dans ce sens-là, profitant de notre Constitution, la loi foncière, notamment son article 203.16, en matière de légifération à la terre, les constituants rend compétent à la fois le législateur national, donc l'Assemblée nationale ou le Parlement national, ainsi que le Parlement au niveau provincial. Et profitant de cette ouverture légale, c'est comme ça que nous avions estimé utile de participer à la proposition dédiée émanant de l'honorable Bilintunga, n'est-ce pas, portant sur la modalité de gestion des terres. Alors, dans l'exposé des motifs de cette loi, nous avons relevé le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la province du Congo central, nous sommes entourés par des pays voisins. Et dernièrement, vous avez entendu certainement au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a une motion incidentielle ou une motion de procès a été soulevée par l'un des élus provinciaux du fait que lorsque vous allez vers Loufou, il y a les Angolais qui estiment que cette partie leur revient et qu'ils en avaient le droit de pouvoir vendre. C'est comme ça que pour mettre en fait un peu ce velléité, nous avons déjà posé dans les projets que nous avions le principe d'intangibilité des frontières que nous avions hérité hérité de la colonisation. Voilà de manière générale ce qui concerne la loi que nous proposons et que dans cette loi, nous posons les principes d'abord de droits des chefs coutumiers ou des ayants droit. Donc, dans cette loi, vous trouverez les droits et les devoirs ou les obligations qu'incombent aux chefs coutumiers. Et puisque c'est eux qui reçoivent en premier les exploitants agricoles ou pastoraux qui arrivent dans nos terres ancestrales. Et là, nous avions prévu des droits et des obligations des exploitants fonciers. Et enfin, il y a aussi des dispositions transitoires liées, bien sûr, au niveau des sanctions en cas de comportement de tel ou tel. Et que dans cette loi, nous avions posé surtout le principe selon lequel, les projets selon lesquels, de garantir la sécurité au niveau de la province du Congo central, parce que, comme vous le savez, à ce jour, la plupart des terres qui sont vendues, lorsque nous prenons l'exemple d'autres provinces, voyez-vous, à l'Est, il se pose un problème effectivement des terres. Et ce qui est à la base des guerres, que vous avez des conflits, que vous aviez à Bandundu, dans le Kwamouth, c'est aussi un problème lié à la terre. Alors c'est comme ça que nous, au niveau de la province du Congo central, nous avions estimé d'être un peu en avant en prenant des lois, n'est-ce pas, qui peuvent arriver à garantir notre propre sécurité d'abord au niveau de la province du Congo central en rapport avec les terres. Parce que, comme vous le savez, il se constate des pratiques qui consistent par des chefs coutumiers à vendre des terres en désordre, bien sûr. Ils vendent à X, ils vendent à Y. Et finalement, la personne qui arrive, et vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il fait effectivement
là-dedans. Et voilà que dans des fermes, les fermes deviennent des sources de conflits ou des sources des actes susceptibles d'atteinte à l'autorité ou à la sécurité intérieure de l'État. Alors, dans cette loi-là, nous avions préconisé des mesures pour éviter que ce genre de choses n'arrivent et qu'en soi, en globalité, la province du Congo central soit sécurisée. Voilà, monsieur le DG, voilà, mon cher Ilain Lumbala. En résumé, je sais que je suis prêt à répondre à vos questions, mais voilà, en résumé, en grosso modo, le projet de loi ou de dit que nous avions activement participé et que l'honorable Billy Ntunga s'active, bien sûr, à défendre et à soumettre à l'Assemblée provinciale pour que finalement le texte soit analysé en profondeur, ajouter ce qui est ajouté dans l'intérêt du Congo central. Merci maître, je viens d'écouter vraiment votre clair, mais moi je me pose plus d'une question de savoir pourquoi il faut attendre au moment où vous êtes à la fin de votre mandat, permettez, parce que vous avez dit que c'est l'honorable Billy Ntunga qui est le parrain de ces projets. Mais pourquoi il faut attendre jusqu'à la fin de votre mandat? Croyez-vous que ces projets de loi, il y aura quand même d'impact avant que vous quittiez l'Assemblée provinciale du Congo central? Déjà, merci pour la question que vous nous posez. Pourquoi attendre pratiquement la fin de la législature? Parce que comme je vous ai dit, vous avez bien répété que c'est l'honorable Billy Ntunga qui est le parrain de la loi. Et nous avions contribué activement, nous avions vu notre tête en action, notre intelligence en action pour que finalement la loi, ce projet puisse. Eh bien, si d'abord nous sommes encore en cours d'exécution, en cours de législature, il n'est pas interdit à un député de pouvoir proposer des projets dédits dans une matière aussi sensible qui intéresse la province. Parce que la loi, elle dispose pour le présent et pour l'avenir. Donc, ce qui est fait maintenant, là, ce n'est pas simplement pour cette législature ici, mais ce serait aussi pour les législatures futures. Donc, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit à ce qu'on puisse prendre des initiatives parlementaires dès lors où le mandat, quand bien même que le mandat toucherait à sa fin, mais nous sommes encore pendant la législature. Ça, c'est d'abord d'un. Et puis de deux, en droit, on dit souvent que les faits précèdent. Ce sont des faits qu'on constate au niveau de la communauté qui amènent les législateurs à pouvoir légiférer. Donc, les législateurs, la loi vient pour encadrer, pour éviter les désordres en société, des faits que nous constations. Alors, on constate ici dans la province du Congo central, comme je vous ai dit, des pratiques que nous n'avions pas connues à l'époque dans notre communauté. Celle qui consiste à pouvoir commencer à vendre des terres. Vous savez, par exemple, lorsque vous parcourez tous les 10 territoires de la province du Congo central, vous allez vous rendre compte que pratiquement toutes les terres coutumières ou les terres sont en train d'être vendues. Vous allez à Kassangoulou, je ne sais pas si à Kassangoulou il y a encore des terres coutumières vides, parce que c'est rempli de concessions, de telles enseignes que les ayants droit eux-mêmes manquent même des endroits pour pouvoir travailler. À Madimba, on n'avait pas connu ces cas-là, mais avec l'influence de Kassangoulou, et vous commencez à constater que voilà, les terres sont en train d'être vendues. Vous allez en Mbanzangungu ici, dans les territoires de Mbanzangungu, c'est la même chose. Vous traversez dans les territoires de Songololo, c'est pratiquement la même chose. Toutes les terres qui sont censées être réservées pour la culture de membres des différentes communautés locales, ces terres sont en train d'être vendues. Vous allez à Sekebanza, c'est la même chose. Vous allez à Tchela, c'est la même chose. Vous allez à Lukula, c'est la même chose. Et je ne sais pas, peut-être à Louosi, que je constate qu'on n'a pas encore vraiment cette culture-là de pouvoir vendre des terres. Donc c'est un phénomène qui est en train de gangréner notre société. Et il était temps pour les législateurs provinciaux, bien sûr, de pouvoir prendre les taureaux par la corne et légiférer en la matière. Prendre les taureaux par la corne, maître, je vous ai posé cette question. C'est par rapport à une réalité. Vous venez de le dire. Presque dans toute la province du Congo central, je peux estimer à 70% de terres, soit 60-70% de terres déjà vendues. Maintenant,
votre loi dit quoi? Est-ce que toutes ces terres-là seront récupérées ou comment réagissez-vous? Je n'arrive pas à comprendre parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez récupérer les terres déjà vendues ou la loi dit seulement protéger les restes que la province continue à gérer? Merci monsieur le DG Flavien pour la question. Je vous ai dit que la loi dispose pour le présent et pour l'avenir. Autrement dit, il y a des situations, des ventes de terres qui ont été réalisées ou que nous connaissons avant l'avènement de cette loi, qui d'ailleurs n'est pas encore, parce qu'elle n'est pas encore entrée en application, parce qu'il y a tout un processus à faire. Il faudrait d'abord qu'elle soit votée au niveau de l'Assemblée, envoyée chez les gouverneurs des provinces pour pouvoir le promulguer. Donc on est encore au stade embryonnaire. Mais nous sommes en train d'expliquer en fait les bienfaits de cette loi pour stimuler nos députés provinciaux, n'est-ce pas, de pouvoir prendre conscience, parce qu'ils vont l'examiner, de pouvoir prendre conscience de ça, et que nous avons intérêt à ce que nous puissions protéger nos terres ancestrales. Eh bien, c'est comme ça que, par exemple, la question que vous posez, que faire par rapport à la situation antérieure, bien sûr, des terres qui ont déjà été jadis vendues. Voyez-vous, le législateur, à lui que reviendra la tâche de voir. C'est vrai que la loi ne rétroagit pas, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi, mais néanmoins, il faudrait légiférer et éviter. Il est certes vrai que vous ne me direz pas, par exemple, ici à Madimba, que toutes les terres coutumières sont vendues. Non, parce que vous trouverez dans cette loi, nous avions prévu des mécanismes même de collaboration entre les coutumiers ainsi que l'État congolais. Donc, parce que si vous me permettrez, parce que nous pouvions entrer, expliquer en fait un peu le contenu ou la quintessence de cette loi, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez posé comme problème, nous l'avons trouvé, il y a une solution qui est proposée dans cette loi-là. C'est comme ça que nous avions dit ceci. Nous avions proposé que tous les concessionnaires qui occupent les terres puissent le faire de manière précaire. Lorsqu'on dit de manière précaire, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se prétendre que c'est une terre lorsque vous l'occupez, parce qu'il s'agit d'une terre qui locale, vous ne pouviez pas l'occuper de manière définitive. Donc c'est à titre précaire. Il y a des garde-fous qui sont mis dans la loi. Par exemple, nous avons prévu des droits et des obligations. L'exploitant agricole ou pastoral n'a pas simplement de droits, il a aussi des obligations. Entre autres, premièrement, il a l'obligation, outre de pouvoir payer les redevances au niveau des ayants droit, parce que les ayants droit, en donnant à titre précaire leurs terres, ils le mettent en veilleuse leur droit de jouissance sur des terres. Votre maman, votre tante qui est au village, dès lors que votre communauté consente à mettre à la disposition d'un exploitant agricole ou pastoral votre terre, autrement dit, vous perdez un droit de travailler sur la portion de terre. Alors, la perte de ces droits-là doit être compensée par des redevances que l'exploitant agricole ou pastoral est tenu de pouvoir verser. Ça, c'est d'abord dans un. Entre autres obligations que nous avions prévues dans le chef de l'exploitant agricole, il devrait arriver à respecter la destination convenue avec l'autorité coutumière ou avec les endroits coutumiers. Il ne peut pas se permettre, par exemple, quelqu'un qui vient, qui loue une portion de terre dans votre village, vous lui posez la question de savoir vous allez faire quoi. Lorsqu'il dit que je vais faire l'élevage, par exemple de l'élevage de bœufs, il doit rester dans le cadre de l'élevage de bœufs. Il ne peut pas changer la destination de l'activité telle convenue par l'autorité. Pourquoi nous le disons? Il y a entre autres obligations qui est reconnue ou prévue dans cet édit, c'est que le chef coutumier a le droit d'inspecter au moins 2 fois trimestriellement les concessions données à titre précaire à des exploitants pastoraux
il doit, pour s'en rendre compte d'abord, premièrement, si l'exploitant agricole respecte les termes les termes des conventions signées avec la communauté locale, et aussi si l'exploitant, par ses activités ou par son activité, n'exerce pas dans cette portion de terre des activités subversives contre l'État congolais. Parce qu'il est prévu dans cette loi-là de mécanismes, n'est-ce pas, de protection ou de renforcement de la sécurité intérieure de l'État, normalement dans la province du Congo central. C'est comme ça, par exemple, entre autres obligations que nous avions fait imposer ou que nous allons faire imposer au chef coutumier, c'est de collaborer avec les services de sécurité, c'est de collaborer avec les institutions judiciaires et signaler à l'autorité administrative géographiquement là où se trouve installée la concession, n'est-ce pas, tout acte susceptible de pouvoir nuire à la sécurité intérieure de notre pays ou de manière générale notre province. C'est dans ce sens-là, dans notre projet de loi ou dans notre proposition ici, nous avons prévu un comité de telle sorte que le conflit entre les exploitants agricoles et les ayants droit devrait être désormais traité au préalable par voie de conciliation et devant l'autorité administrative du coin, au préalable d'abord, avant toute saisine des juridictions de l'ordre judiciaire. Et il est prévu d'ailleurs dans cette loi un comité foncier provincial et un comité foncier territorial. Les comités fonciers territoriaux, d'abord, les comités fonciers, c'est quoi? Un mécanisme de concertation prévu dans la loi qui devait découler d'un arrêté pris par son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, après bien sûr discuter en Conseil des ministres. Et ce comité foncier aura comme mission quoi? D'abord au niveau provincial et au niveau territorial. Au niveau territorial, les comités, c'est un cadre de concertation entre l'autorité administrative et les chefs terriens. Dans ces comités, les chefs fumiers du coin, par exemple ici à Madimba, trimestriellement se réunissent autour de l'administrateur du territoire, à qui chaque chef coutumier sera tenu de dire dans son entité coutumière, dans son entité administrative, par rapport aux concessionnaires, par rapport aux fermiers, par rapport à toutes ces personnes-là qui exploitent, quel est l'état des lieux, quelle est la situation, n'est-ce pas, que lui, le chef coutumier, quelle est la situation actuelle dans son coin, dans son entité, par rapport aux exploitants. Et le chef coutumier vient au niveau du comité territorial dire par exemple que non, ici chez moi, j'ai autant, par exemple, 10 concessionnaires et que dans la concession de M. X, il n'y a pas de problème. Dans la concession de M. Y, il y a ceci. Dans la concession de M. H, il y a cela. Donc, c'est un cadre de concertation qui permet à l'autorité administrative d'avoir au moins semestriellement la situation des exploitants qui se trouvent être dans nos terres rurales. Ce qui permettra à l'État congolais, notamment ici chez nous dans la province du Congo central, de pouvoir comprendre, de suivre au quotidien les activités des fermiers. Parce que pendant que vous donnez des fermes à des exploitants qui viennent d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ces gens sont en train de faire à l'intérieur? Est-ce que vous savez, dans ces fermes-là, ça peut constituer des lieux, n'est-ce pas, qui peuvent, des lieux de prélude à des activités qui peuvent intenter à notre sécurité, voyez-vous? C'est comme ça que dans ces comités fonciers territoriaux, les chefs coutumiers viennent dire à l'autorité du territoire l'état de lieu, l'état de la situation, n'est-ce pas, dans son coin. C'est comme ça que, comme je vous avais dit, le chef coutumier sera astreint de coopérer avec les services de sécurité ainsi que la justice pour dénoncer objectivement tout acte dans les chefs
de tout exploitant sous peine d'être traité de complice. Tout acte susceptible d'apporter atteinte à la sécurité intérieure de notre pays. C'est de cette manière aussi, nous pouvions arriver à prévenir un certain nombre de conflits, voyez-vous, et que si, au niveau de ce comité territorial, l'AT a déjà les rapports de tel, il a la situation globale, on peut déjà prendre certaines mesures, n'est-ce pas, de police, qui pouvaient permettre à assurer la quiétude et la paix au niveau de nos villages, au niveau de nos entités, là où vivent nos grands-parents, là où vivent nos grands-pères, là où vivent pratiquement l'essentiel de nos membres de famille. Bon, merci beaucoup, Maître Goffin, de vos réponses par rapport aux questions qui ont été posées par Flavien Tsumbu. Excusez, je peux un peu revenir encore en arrière parce que vous étiez déjà parti trop loin. Aujourd'hui, dans la plupart des cas de conflits coutumiers qu'on retrouve même dans nos différents tribunaux, la communauté réclame le plus souvent le rétablissement des tribunaux coutumiers. Aujourd'hui, avec cette proposition d'édit, est-ce que vous pensez que ça pourra résoudre les problèmes que la communauté se pose par rapport à l'importance de ce qui trouve dans ce qui était les tribunaux coutumiers? Ça, c'est deux. De un, je voulais dire. De deux, le plus souvent, nous constatons que dans ces conflits fonciers, le plus souvent, ce sont les membres d'un même clan qui s'opposent entre eux. Une lignée intervient pour dire, bon, voilà, celui qui a procédé à la vente de cette terre, il n'est pas un ayant droit. Est-ce que vous pensez que, cet aspect de choses est aussi prévu dans cet édit? Je continue encore. Est-ce que vous avez aussi prévu la limitation s'il faut vendre? Vous avez dit que les terres ne sont pas à vendre, mais on constate qu'on est en train de vendre toujours, mais je ne sais pas si on arrivera à convaincre la communauté à ne pas vendre ces terres. Est-ce qu'il est prévu à ce qu'on puisse quand même limiter les CFA qui pourront être vendus, si ça peut être vendu? Est-ce que vous avez prévu dans cette loi, dans cet édit, la limitation des étendues de terres qui pourront être vendues, par exemple, bien, même si ça doit être mis en location? Est-ce qu'une personne peut venir louer même 100 étendues, 100 hectares à elle-même? Si vous avez pensé à ça, je continue. Parlant de la destination des terres. Voyons aujourd'hui, vous avez parlé notamment du cas du territoire de Kassangolo, où les gens, nombreux, ont acheté des étendues de terre, mais curieusement, ces étendues de terre ne sont pas exploitées. Et cependant, autant d'années, mais ils ont acheté. Mais c'est resté comme ça, avec comme conséquence que Kassangolo, aujourd'hui, dépend, je dirais même à 98% de la ville-province de Kinshasa. Et pourtant, c'est un Congolais qui pouvait faire l'inverse, c'est-à-dire nourrir la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est encore une préoccupation. Parlant du comité foncier territorial, quelle sera la composition de ces comités fonciers territoriaux? Parce que vous avez parlé de sa mission, oui, mais qui seront donc les membres de ces comités fonciers territoriaux? Et c'est sa mission. Ça ne va pas faire, n'est-ce pas, de confusion avec ce qu'on a trouvé dans les comités consultatifs de règlement des conflits coutumiers. Je me limite un peu par là pour l'instant. Mon cher Hilaire, merci pour des questions. Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Et que des questions que vous avez posées, d'autres relèvent d'autres réglementations. Par exemple, vous parlez d'abord des tribunaux coutumiers. Les tribunaux coutumiers ou des tribunaux indigènes, comme vous le savez, sont des tribunaux qui ont eu un temps existé à l'époque là. C'était justement pour régler les différends relatifs à des conflits liés à la terre. Et d'ailleurs, déjà l'intitulé de notre proposition d'édit parle sur les modalités de gestion des terres coutumières. C'est ça le problème. Donc, déjà, notre proposition est limitée dans sa valeur ou dans sa valeur intrinsèque. Ici, il est question de légiférer sur les modalités de gestion des terres coutumières et met plus en exergue
les relations entre les chefs coutumiers ainsi que l'exploitant agricole. Mais néanmoins, je peux vous dire, en ce qui concerne des conflits, de gestion des conflits, déjà nous avons un arsenal juridique qui existe pour le règlement de tous ces conflits-là. Et vous savez, ces conflits sont réglés d'abord au niveau de... On commence par les tribunaux de paix, ou les tribunaux de paix qui siègent en matière coutumière, où il y a un juge de carrière et puis des notables du coin qui sont censés maîtriser la coutume. Mais néanmoins, administrativement, il a plu au législateur de prendre une structure administrative, ce que vous avez appelé la commission consultative des règlements de conflits coutumiers, c'est-à-dire une structure à caractère administratif qui décide par voie de sentences, bien sûr, ayant pour mission, bien sûr, de régler les différents conflits coutumiers. Et ça, c'est une structure faite à la suite de la loi de 2015, qui porte le statut de chef coutumier, qui règle les différends entre les chefs coutumiers, comment on accède au pouvoir, les limites des terres ici. Mais la loi ici que nous avions, c'est-à-dire la personne est déjà reconnu comme tel chef coutumier. Parce que le chef coutumier, ce n'est pas n'importe qui. Tu viens dans ta maison, tu te réveilles le matin et dis je suis devenu chef coutumier. Le chef coutumier est celui qui est choisi d'abord par sa communauté, il est reconnu comme tel et il est choisi, reconnu par l'administration publique. Donc, vous devez être reconnu par l'autorité administrative comme tel. C'est cette personne-là, dans le sens de cette loi-là que nous visons. Et c'est cette personne-là qui arrive à céder la terre. Alors, dans ces relations entre le chef coutumier et l'exploitant, c'est ça l'objet de notre loi ici. Et tout en pensant, vous oubliant qu'il existe aussi d'autres dispositions légales dans notre pays, notamment le code forestier, qui régit bien sûr les essences foncières. L'État peut concéder des forêts que nous avons, mais la plupart de ces forêts se trouvent être dans des terres coutumières. Et les terres coutumières, vous ne l'obtiendrez jamais comme telles, vous n'allez pas accéder dans ces terres-là sans que vous puissiez être en contact avec l'autorité coutumière. Alors, vous parlez des problèmes de limitation des terres, effectivement. Déjà, lorsque nous prenons la loi, le législateur, de manière générale, a déjà limité, en limitant les terres qui peuvent être vendues aussi leurs compétences. Notamment, par exemple, une personne qui cède 10 hectares, l'autorité pour pouvoir établir le document se trouve être les conservateurs. De 10 hectares, je pense, vers 100, c'est les gouverneurs des provinces. Il y a des cas où le chef de l'État aussi intervient. Alors, dans le cadre de notre édit ici, parce que c'est une matière conquérante, je pense que, merci pour la question, c'est un aspect à pouvoir intégrer parce que la loi est encore en gestation. C'est un aspect qu'on devrait arriver à intégrer pour pouvoir au moins limiter le nombre d'hectares qui peuvent être cédés coutumièrement à des tierces personnes. Ce pour permettre aux membres de la communauté de pouvoir avoir la terre. Parce qu'aujourd'hui, là, vous trouverez des chefs coutumiers qui sont gourmands et surtout quand il y a des familles où il y a des conflits, vous trouverez quelqu'un qui se dit chef coutumier et en droit, il va vendre même tout un village, il va même vendre les cimetières de ses ancêtres. C'est déjà que dans 10 ans, moi, je ne serai pas vivant. Bon, voilà, c'est ça. Lui n'est pas vivant, mais la progéniture clanique continue à exister. Alors, par cette loi, nous vous évitons ce qui arrive à Kassangoulou. Pour que nos enfants qui viendront après nous, là, ne puissent pas manquer de terre dans leur propre village. C'est comme ça que, merci pour ça, nous devons... on va l'enrichir. Et même les députés qui nous suivent, ils peuvent enrichir les projets de cette proposition de loi. Ils peuvent l'amender, l'enrichir. Parce que, comme vous le savez, je prends un exemple, dans notre Congo central ici, le Congo central regorge, c'est une zone minière. Et nous nous rendons compte qu'après les Katanga, le Congo central est assis sur une mine, sur des mines. Nous avons de l'or, nous avons beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses dans notre pays. Et c'est comme ça que vous trouverez, il y a des carrières qui s'ouvrent dans la province du Congo central. Et même cette loi, on doit aussi essayer de l'atteindre dans les relations entre les chefs coutumiers ainsi que les gens qui exploitent des carrières dans notre province. Parce qu'ici, on ne parle que des exploitants agricoles ou pastoraux. Donc la question est bien posée. Et je pense que les honorables députés qui nous suivent ou qui nous suivront auront l'État, parce que c'est eux les législateurs,
des pouvoirs limités. Par rapport au comité foncier que vous avez dit, non, les comités fonciers, comme nous l'avons dit, la loi pose les principes d'ordre général. Nous vous avions dit que son mécanisme de fonctionnement se fera par voie d'arrêté du gouverneur des provinces délibéré en conseil de ministres. Donc nous, en tant qu'ici, faisant comme législateur, bien sûr, on ne fait que donner la loi dans des principes d'ordre général. Les principes d'ordre généraux, pardon, il reviendra au gouverneur des provinces, par voie d'arrêté, bien sûr, de fixer les modalités pratiques du fonctionnement du comité foncier territorial et même provincial. Alors, cette structure n'a rien à voir de conflit en termes de compétences avec la CCRC, donc la Commission consultative de règlement. La CCRC règle des conflits à caractère coutumier, voyez-vous. Ici, le comité foncier, c'est un cadre de concertation entre les exploitants et les chefs coutumiers autour de l'État, autour de l'autorité administrative. Ce qui lui permettra de comprendre dans mon entité qu'est-ce qui se passe effectivement dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Parce qu'aujourd'hui, c'était du territoire de Madimba, par exemple. Et que le chef coutumier de Kimaël vous dit non, moi, j'ai mis des fermiers là-bas, mais voilà ce que je constate, il y a un tel fermier qui se comporte de telle manière, il porte des actes que je trouve un peu nuisibles. Là, vous alertez l'autorité que vous serez ou que vous êtes, et ça vous permettra de prendre des mesures adéquates pour garantir la paix au niveau de votre entité. Et donc, c'est le comité foncier va demeurer un cadre de concertation. Bon, maître, je reviens encore une fois dans le cadre des rapports entre les ayants droit fonciers, les ayants droit coutumiers et aussi les éventuels exploitants forestiers. Aujourd'hui, nous constatons que le plus souvent, quand il y a peut-être un investisseur qui arrive, il prend déjà des contacts avec l'autorité administrative ou bien l'autorité politique établie. C'est là peut-être qu'on donne les gros de ce que cet exploitant-là peut payer. Les ayants droit fonciers, les ayants droit coutumiers, et ne s'occupent souvent que de leurs redevances coutumières et peut-être aussi avec ce qu'on pourrait leur donner selon la convention, peut-être à chaque fin du mois, ou bien à chaque fin de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce que vous avez aussi prévu à ce que s'il y a peut-être un éventuel investisseur, que l'ayant droit puisse se mettre aussi autour de la table de négociation pour négocier aussi la modalité de sa part dans la tête qui va être exploitée par cet éventuel investisseur? Très belle question. Je ne sais pas si vous avez pénétré notre projet de loi parce que vous êtes en train en quelque sorte de les décortiquer comme vous êtes les décortiqueurs. Eh bien, effectivement, puisqu'il s'agit des terres ancestrales, des terres coutumières, nous avons prévu dans cette proposition de mécanismes, nous disons ceci. Aucun exploitant, qui que vous soyez, venant de gauche ou à droite, parce que les gardiens premiers de la terre ancestrale se trouvent être les ayants droit. Vous commencez d'abord, vous avez besoin d'occuper dans Angeba, à Kindompolo, à Ngoufu, un espace de terre. Commencez d'abord à traiter avant tout avec les ayants droit coutumiers. C'est comme ça que nous avons prévu dans cette loi, lorsque l'exploitant qui veut exploiter et qu'il tombe d'abord d'accord avec les ayants droit, parce que c'est eux qui doivent perdre leur droit de jouissance. Parce que tant qu'ils n'ont pas perdu ce droit de jouissance-là, comment vous, l'exploitant, vous allez entrer dans une terre qui se trouve être exploitée, occupée par ses membres de famille? C'est comme ça que dans le projet de loi dédié, vous trouverez aucun exploitant agricole ou pastoral ne peut débiter ses activités s'il n'obtient pas ce que nous avions appelé un titre foncier coutumier. C'est-à-dire, l'autorité administrative atteste que réellement, nous sommes convenus avec ces messieurs ici de faire ça, 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 ça et ça. C'est sur base d'une convention. Même les redevances
que l'exploitant doit payer doivent être prévues dans la convention assignée entre la communauté locale et l'exploitant. Et dans cette convention, il sera clairement établi ou défini les activités à faire par l'exploitant individuel. Par les exploitants agricoles ou pastoraux. Donc, les titres fonciers coutumiers, c'est l'acte par lequel les chefs coutumiers du coin, l'autorité qui gère coutumièrement les coins, consent. Il dit qu'effectivement, moi et ma famille, nous sommes mis d'accord à ce que cette personne puisse exploiter une portion de notre terre. Mais je reviens par rapport à une question que vous aviez posée. Il y a des terres coutumières qui sont... Parce que les clans comportent toujours 3 lignées chez nous, les Bas-Congo, comme vous le savez. Et lorsqu'il y a des situations où la terre est commune, c'est-à-dire reste sous l'autorité d'un chef coutumier. Et le chef coutumier aussi, pour agir, il doit réunir les autres. C'est comme ça qu'il est dans l'obligation, au terme de la loi, de faire maintenir la paix et la concorde au sein d'abord de sa famille. Ça, c'est d'abord dans un. Mais il y a des situations où vous trouverez déjà en famille, les terres rurales ont été séparées. Vous trouverez par exemple telle lignée à sa terre, telle lignée à sa terre. À ce niveau-là, si tel étant le cas, l'exploitant agricole ou pastoral, n'est-ce pas, prend langue avec les responsables. C'est comme ça que la loi parle de chefs coutumiers ou ayant droit foncier coutumier. Voyez-vous, il prend langue avec la lignée propriétaire terrien, si je peux le dire ainsi, négocie, c'est avec cette lignée-là, n'est-ce pas, qu'il doit pouvoir négocier ou prendre langue. Et c'est le responsable de cette lignée qui accorde à l'exploitant forestier ou à l'exploitant agricole ou pastoral les titres fonciers coutumiers, un document d'accord où dit que non, ma famille clanique ou tribale, de manière générale, consent à ce que cette personne puisse être dans notre terrain coutumière pour exploiter telle activité. J'avais parlé aussi des étendues de terres qui ont été vendues, mais qui sont restées non exploitées pendant de longues périodes. Ça aussi, c'est un préjudice au niveau des ayants droit coutumiers aussi. Au niveau du chapitre 7 de cette proposition dédiée, vous avez parlé d'un compromis entre les chefs coutumiers et l'autorité publique. C'est quoi va porter ces compromis et c'est quoi justement ces compromis en fait? Ça peut être quoi? Il y a une convention. Très bien. À cette question, je pense que c'est au niveau de l'article 6 et 7 du projet. Voilà les problèmes qui se posent. Ici, il s'agit de modalités de gestion des terres coutumières. Je vous avais parlé tantôt ici au début, les terres sont soit urbaines, c'est-à-dire qui se trouvent dans des circonscriptions urbaines déclarées comme telles par l'autorité publique, ou elles sont rurales, c'est-à-dire que nous retrouvons dans nos villages, vers les fonds de nos villages. Mais il arrive des situations où nous sommes dans une terre urbaine, où les chefs coutumiers déclarent avoir les droits. Je donne un exemple. Quand vous êtes dans la ville de Matadi, la ville de Matadi, c'est une ville qui est déclarée urbaine. Mais vous trouverez, il y a des chefs coutumiers qui disent que oh, eza mabele na biso. Mais nous sommes dans la ville de Matadi. Lorsque vous allez à Kinshasa, par exemple, vers l'aéroport, vous trouverez que nous sommes dans la ville de Kinshasa, mais où les chefs coutumiers étaient que Wumbu disent que Oeza Mabele na biso. Ce sont des situations qu'on s'est posées au niveau de cette loi. Est-ce que le fait de déclarer, parce qu'une terre peut être coutumière aujourd'hui là, demain devenir urbaine? Nous sommes, prenons les cas par exemple, nous sommes au territoire de Madimba, nous sommes à Inkisi, nous sommes au niveau du territoire. Donc, ces terres ici de Madimba sont des terres censées être rurales, donc appartenir à une communauté. Et le jour où on déclarera ville d'Inkisi, vous comprenez? Là maintenant, sur le plan juridique, ça va poser un problème. C'est la question que vous évoquez
prévu dans le cadre de l'article 6 et 7, la question des désaffectations, la question qu'on se pose. Imaginez-vous un peu, nous sommes dans la ville d'Ikisisi et que c'était une terre rurale du clan Tsao Kalunga. Et le clan Tsao Kalunga a ses membres. Du fait de déclarer la cité d'Inkisi ici ou Inkisi comme étant cité urbaine, ça fait perdre automatiquement les droits aux membres de la communauté du clan Tsao Kalunga. C'est une question bien posée. C'est une question qui est bien... C'est ça le sens de votre question. C'est là que nous avions dit, vous parlez du sens du compromis, et nous avions préconisé qu'au niveau du Congo central, qu'il y ait effectivement ce compromis-là pour garantir la paix entre les chefs coutumiers qui percent ainsi que l'autorité administrative. Donc l'État ne peut pas se comporter en gangster dans une terre ancestrale. Non, ils doivent se convenir. C'est-à-dire on peut se dire que non, ok, bon, ça par exemple c'est pour vous. On laisse cet espace ici pour votre famille. Imaginez-vous par exemple que vous avez des cimetières. Voyez-vous? Vous avez des cimetières où vos ancêtres sont enterrés. Et nous, les morts, sont sacrés. Et parce que vous déclarez l'endroit urbain, ça ne cesse d'être rural. Donc l'État, vous avez le droit de venir vendre nos cimetières comme on a fait à Kinkanda. Nous disons non. Non, non. Nous avons de culture, nous avons de vertus culturelles que nous devons arriver à préserver. C'est l'essence du compromis évoqué dans l'article 7 que vous avez évoqué lorsque nous sommes dans une terre rurale déclarée qui venait d'être urbaine et que les membres de la communauté ancestrale dont relevé jadis coutumièrement la terre, ils ne peuvent pas perdre tous leurs droits sur une terre. Donc ils doivent toujours avoir quelque chose à préserver parce que ça préserve leur identité coutumière. Les enfants qui viendront de l'autre côté après, ils doivent avoir des repères pour dire voilà, nous avons dans le clan Tsao Kalunga, nous sommes dans le Tinun Sakunavunda, voilà ce qu'il y a, voilà ce que nous sommes, et voilà, ça c'est le cimetière de votre ancêtre, ça c'est le cimetière de tel, de tel, de tel. Voilà le sens de notre démarche et de notre position par rapport à ça. Voilà, maître, suivi quand même nous avons intervention. Les problèmes de terre fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le Congo central. Moi, mon inquiétude, est-ce que dans votre projet de loi, vous avez quand même pensé à traiter les dossiers de terres déjà vendus aujourd'hui, soit restitués dans leurs propriétaires, comme par exemple le cas de Mbanza-Ngungula, mais jusque-là, on entend dire que les propriétaires de ces terres passent toujours à la belle étoile, bien que l'autorité provinciale ait fait quelque chose. Est-ce que dans votre loi, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez pensé aussi plutôt à ce genre de situation? C'est une très très bonne question parce que la question est vraiment... Nous avons des situations dans notre province du Congo central où il y a des terres qui ont été déjà vendues, où on va même jusqu'à chasser, hein, n'est-ce pas, les autochtones qui passent nuit à la belle étoile au profit ou d'un exploitant agricole, pastoral ou minier. Ce sont des cas. Dans notre projet de loi ici, je pense que les questions que vous nous posez là, ça permet à ce que la loi puisse encore être enrichie davantage. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. On pourrait même soumettre, avoir des avis et considérations de Congo à travers la province du Congo central par rapport à cette loi ici, parce que ça intéresse la vie de notre province. Ça intéresse la vie de notre nation. Alors, en matière agricole, déjà sur le plan d'ordre général, personne n'a la terre de manière définitive. Toute occupation a toujours été à titre précaire. C'est comme ça, par exemple, ce que vous voulez faire, l'État reconnaît à ces exploitants-là un droit d'amphithéose. Ils n'ont qu'un droit amphithéotique qui se limite dans un temps, 25 ans. Alors, maintenant là, que faire des situations où
les terres ancestrales ont été vendues, les ayants droit chassés de leurs lieux de résidence habituels depuis les temps de leurs ancêtres. Il y a même des cimetières qui ont déjà été vendus. Or, nous, en tant que Nékongo, dans notre culture, les cimetières constituent des lieux où reposent nos ancêtres. Ça constitue des éléments de preuve qui prouvent que c'est tel père nous appartient. Ou même le chef coutumier, il va pour rendre compte, n'est-ce pas, à ceux qui sont morts de la situation. Ça, ce sont nos valeurs à nous, les Nékongo. Que faire maintenant? D'abord, c'est là que nous avions prévu dans cette loi, les ayants droit ne peuvent pas se permettre de déclarer avoir vendu définitivement. Non. La vente des terres ancestrales ne peuvent être qu'à titre précaire, c'est-à-dire doivent être limitées dans le temps. Et là, nous revenons à la question posée par M. Hillel Lumbala, où le député pouvait arriver en tant que législateur limiter ces temps-là. Ça, c'est d'abord dans un. Et puis, de deux, M. le DG, puisque l'État doit coopérer doit être en parfait accord avec les ayants droit, on ne doit pas, n'est-ce pas, méconnaître les droits à toute une grande communauté au profit d'un seul exploitant. Et des fois qui arrivent et qui achètent des vaches dans des terres qui n'exploitent pas. C'est dans ce sens-là. Lorsque les terres ont été irrégulièrement cédées, voyez-vous, les ayants droit ont un droit à revendication. Ils revendiquent leur droit de jouissance qui a été bafoué. Et c'est comme ça que dans le présent projet de loi, nous avons prévu des mécanismes d'ordre pénal. Le fait d'occuper une terre ancestrale par la force, le fait d'occuper une terre ancestrale abusivement, le fait que vous venez, c'est pas moi d'où vous venez avec de manière, une arme, avec de manière armée, vous occupez une terre d'autrui. Il y a des mécanismes et des sanctions qui sont prévus. Et c'est de là que nous attirerons aussi. Parce que c'est une matière où l'Assemblée provinciale du Congo central a pouvoir de légiférer, eh bien, il est possible que une terre qui a été donnée à une tierce personne, on peut les retourner. Parce que ce sont des terres qui font des transactions, ce sont des terres qui se trouvent dans le domaine privé de l'État, pas dans le domaine public. Les terres dans le domaine public sont des terres qui sont éligibles pour tout le monde. On peut les retourner dans le domaine privé de l'État. Alors, par le fait du prince, bien sûr, par le fait de la loi. Parce que l'État reste l'État. Et l'État doit pouvoir protéger toutes ces communautés locales-là. Et c'est ça l'essence que nous donnons aussi à notre projet de loi. Donc, le législateur, l'État congolais, ou les pouvoirs publics ne peuvent pas contribuer, n'est-ce pas, à voir les communautés locales vivre sans terre. Parce que ce que vous posez comme problème, c'est le problème de Mbanzangungu, si je ne me trompe pas. Déjà, je pense que c'est ça. Donc, oui, c'est ça, mais autre chose, maître, toujours dans ce même idée, vous avez dit que l'État doit coopérer avec les ayants droit. Ouais. C'est ce que nous vivons maintenant à Kassangoul. L'État, en collaboration avec les ayants droit, ils vendent les terres transformées en cimetières. Je n'ai pas vu que prévoit votre projet de loi par rapport à ça, parce que c'est un danger. Partout dans le territoire de Kassangoulou, vous verrez, il n'y a que des cimetières, en commençant de l'autre côté, il n'y a que des cimetières. Alors la terre, donc le Congo central deviendra un jour un lieu de demeure pour nous qui sommes en gouvernement peut-être. Bon. Que prévoit votre projet? Les terres sont vendues. Vendues alors, c'est ça, en collaboration avec l'État congolais. Effectivement. La question que vous... c'est vraiment... C'est intéressant que nous puissions échanger avec vous dans ce cas de cette émission parce que pour nous permettre d'enrichir aussi la loi. Mais c'est que je peux vous dire une chose. En matière de cimetière, comme vous le dites là, vous pouvez avoir votre concession. Vous avez votre concession. Vous voulez l'affecter à une activité, faire les cimetières. Les cimetières, c'est vrai que l'État intervient, l'autorité intervient toujours. Parce qu'une personne ne peut pas se réveiller pour dire qu'aujourd'hui, demain, là, je crée mon... Vous devez avoir des autorisations de l'État.
avoir l'autorisation de l'État. Bon. Je pense que la question que vous posez là, elle est vraiment pertinente, parce que vous poserez la question de savoir la situation des terres vendues, mais où il y a des cimetières. Est-ce que ces cimetières-là reviendront un jour? Parce que l'occupant n'occupe que de manière précaire. Est-ce que ces cimetières-là reviendront un jour aux ayants droit? Qu'est-ce qu'il viendra faire dans ces cimetières-là? Dans l'entretemps, il est aussi astreint dans l'obligation de respecter les morts. C'est ça. Alors, je pense que ce sont des subtilités qui peuvent être enrichies, merci pour la question, qui peuvent être prises en compte, de voir comment les textes pouvaient être enrichis plus tard. Maître Goffin, dans votre exposé, quelque part, vous avez parlé des droits et obligations qui incombent aux deux parties, c'est-à-dire aux ayants droit et aussi aux exploitants fonciers. J'aimerais un peu savoir, ces droits et obligations sont déjà définis par ce projet dédié ou bien ils seront définis par les parties elles-mêmes? Monsieur Hilain, merci pour la question que vous nous posez. Effectivement, il y a d'abord des droits de chef coutumier que nous avions prévus et aussi des obligations. À titre des droits, nous avions prévu à responsabiliser d'abord le chef coutumier pour qu'il soit l'arbitre, pour que le chef coutumier puisse intervenir, soit l'interface, bien sûr, des conflits qui naîtraient ou susceptibles d'être nés dans son entité territoriale. Nous avions aussi prévu qu'il y ait, on a posé le principe général, que les communautés locales qui perdent leur droit de jouissance pendant un temps doivent avoir droit à une redevance coutumière. La redevance ici, ce n'est pas le montant initial qu'on donne. La loi fera obligation à ce que le parti puisse convienne au moins chaque année qu'il y ait des redevances préalablement définies par le parti que la communauté locale aura droit. Ça, c'est d'abord de un. De deux, en ce qui concerne les obligations, par exemple, au chef coutumier, en fait, entre autres, l'obligation du chef coutumier, celui-ci, il a l'obligation de pouvoir respecter ce qui s'était convenu avec l'autorité, avec l'exploitant. C'est comme ça que nous avions dit que tout ce que vous convenez entre dans un document, la convention, établie en 5 exemplaires, dont un exemplaire à déposer au niveau du territoire et un autre exemplaire à déposer impérativement au niveau du secteur. Parce que l'autorité administrative doit comprendre que dans tel coin, il y a tel exploitant individuel, ils se sont convenus de donner ça, ça et ça, ça, ça et ça. Il n'y a pas de cachet. Donc l'obligation sera faite à ce que tout ce que les chefs coutumiers et les exploitants conviennent, que l'administration puisse connaître par un document. Et le chef coutumier a l'obligation aussi de favoriser le climat de paix et de concorde au sein de son entité. Il n'est pas tenu, il lui est interdit de poser de certains actes, n'est-ce pas, susceptibles de pouvoir troubler l'ordre ou la quiétude publique dans son entité. Lorsque nous prenons l'exploitant agricole ou pastoral, celui-ci a l'obligation, 1, de respecter tout ce qui se sont convenus, ou tout ce qui s'est convenu avec les chefs coutumiers ou les ayants droit. De 2, il a l'obligation ou il aura l'obligation de respecter la destination. Vous êtes dans notre terre pour faire quoi? Si vous êtes là pour faire le champ, nous dites qu'il faut faire le champ. Nous ne voulons pas vous voir, vous dites que c'est le champ. Après, nous voulons, ce sont les problèmes de bœufs. Et après, ce serait par exemple le problème de bœufs. Oh non, je vais monter une usine d'avant. Non.
il aura l'obligation de respecter la destination de l'activité aussi. De 2, il sera interdit à l'exploitant agricole ou pastoral de sous-louer la terre. Par exemple, moi je suis chef coutumier, je me conviens avec Papa Hilin que venez, prenez-moi par exemple de 4 ou 5 hectares, 10 hectares ici, pour faire l'élevage de chèvres par exemple. Et voilà que vous, de votre côté, vous dites que non, non, Flavien, venez, je vous cède la concession. Et là, maintenant, lui va faire quoi? Oh non, moi, je vais maintenant commencer à faire l'élevage de bœufs. Non, cette attitude-là ou cette pratique-là se trouve être prohibée dans notre projet de loi. Il est interdit à l'exploitant de pouvoir mener tout acte contraire à la sécurité de l'État, au risque, bien sûr, d'abord d'être poursuivi et qu'il pouvait arriver à perdre ses droits. Donc, il y a des mécanismes, possibilités que l'État puisse retirer la concession, ou le chef coutumier retire les titres fonciers coutumiers à un exploitant qui exploite au Congo central, mais qui pose des actes subversifs contre notre paix et notre sécurité. Donc, voilà en grosso modo ce qui est prévu dans ces projets de loi. Maître, aujourd'hui, il y a aussi des cas où on constate qu'il y a parfois les ayants droit, un ayant droit qui va céder une partie de la terre à 2 ou 3 personnes. Est-ce que vous avez aussi prévu un cas comme ça? Si cela arrivait, quel serait réellement l'exploitant qui serait à mesure de prendre part donc, à la concession? Ça, c'est de 1. De 2, vous avez parlé de l'élevage. Moi, j'ai payé une étendue où c'est peut-être un cours d'eau. Mais c'est fait que par l'exploitation de mon élevage, cela est en train de polluer aussi peut-être une rivière qui passe par là. Or, cela n'est pas peut-être consigné dans ce qu'on a appelé les redevances. Ce n'est pas consigné dans les redevances des 2 parties. Est-ce que des cas comme ça sont aussi prévus dans ces projets de dit? Et nous avons, il est interdit au chef coutumier de pouvoir céder la même terre à 2 ou à plusieurs personnes. Déjà, sur le plan pénal, ça constitue l'infraction d'estélionnat. Mais nous n'avons que dans cet édit renforcer ces mécanismes-là. Et cela vise aussi à conscientiser l'autorité coutumière de bien se comporter. Je pense que c'est prévu dans le projet. Et maintenant, la pollution d'un cours d'eau, par exemple? Oui, la question de pollution d'un cours d'eau suite à l'exploitation, c'est là que nous avions prévu des mécanismes de concertation permanente entre les chefs coutumiers et l'exploitant. De telle sorte que concertation permanente, ça permet à ce que les différends soient vidés et que l'exploitant puisse travailler en toute bonnement et calmement, hein, n'est-ce pas, dans la paix, dans la concorde entre l'exploitant coutumier ainsi que les chefs coutumiers. C'est là que nous avions même prévu, comme je vous ai dit là, le mécanisme d'inspection. Le chef coutumier aura droit de pouvoir inspecter la concession cédée pour voir est-ce que l'exploitant se conforme à ce que nous sommes convenus, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est correct envers nous, est-ce que l'exploitant ici ne se permet pas d'empiéter les autres droits d'autres exploitants, parce que dans une même terre coutumière, il peut y avoir plusieurs exploitants. Alors, le chef coutumier, il va demeurer un temps chef coutumier, l'autorité coutumière du coin, et il y aura cette mission-là. Et lors de ces inspections, trimestrielles bien sûr, lui permettra de se faire une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Et l'exploitant ne peut pas refuser au chef coutumier, il ne peut pas refuser au chef coutumier ou à son délégué ou à l'ayant droit foncier les droits de voir là où il est en train d'exploiter, parce qu'il exploite sur une terre ancestrale. Voilà, maître, merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission.
Si vous avez autre chose à dire, à ajouter là-dessus, tout autour de notre sujet. Bien, monsieur le DG, merci beaucoup. D'abord, nous vous remercions de nous avoir donné cette opportunité de passer dans cette émission d'entretien qui n'est pas facile, bien sûr, avec ces deux gaillards ici. Les deux grands journalistes de la place. Badera, ce n'est pas facile. Et nous vous remercions de l'opportunité que nous nous avons donnée. Nous lançons un appel à nos députés provinciaux du Congo central de s'approprier de ces projets dédits dont le parrain se trouve être l'honorable Bilin Tunga, l'élu de Madimba, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale. Et nous sommes fiers de voir de telles initiatives puis sortir du territoire de Madimba. Parce que comme vous le savez, Madimba, c'est le coin des intellectuels. C'est le territoire où vous avez des gens qui réfléchissent, des gens qui raisonnent. Et voilà, vous, députés provinciaux du Congo central, appropriez-vous de ces projets dédits. Améliorez-les, analysez-les, pour que finalement, vous laissiez, à la fin de votre mandat, une tâche indélébile. Et nous aussi, moi, Maître Goffin, je suis content, très très content de participer à cet exercice, bien que présentement n'étant pas encore député, parce que je serai effectivement candidat député provincial au niveau de Madimba, mais déjà, nous sommes fiers de participer à cet élan parlementaire grâce au concours de l'honorable Bilin Tunga, à qui je salue et je respecte, de nous avoir donné cette opportunité, au fait, de nous lancer déjà dans un exercice et que si Dieu le veut, et que si le peuple de Madimba le voudra, et nous ferons encore davantage. Et par des propositions dédiées, par la défense de ses intérêts, parce que ce que nous faisons là, c'est défendre les intérêts du peuple de Madimba pour nous permettre de limiter les différents conflits que nous avons autour dans notre territoire, dans notre province. Donc, chapeau bas à vous, journalistes, chapeau bas à vous tous, que le peuple du Congo central, que le peuple de Madimba puisse s'approprier de cette œuvre qui est en gestation, qu'on puisse l'améliorer, qu'on puisse l'enrichir dans l'intérêt du Congo central, dans l'intérêt de la République. Voilà, Maître Goffin, merci. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir répondu favorablement à nos questions. Également, merci à mon confrère Ilain Lumbala. Pourquoi ne pas remercier Badera Chikwabo, Bichikwabo, voilà. Excusez-moi, mais ne me portez pas plainte, Badera, mon ami. Merci également à tout le monde qui a eu le temps de nous suivre. Nous vous disons au revoir.